accusation suivante, nationalité douteuse. Ça, c'est la Cour suprême de Côte d'Ivoire. C'est Tia Koné qui a dit ça. Lui, il est le plus fort, mais il est le plus fort dans l'art de se cacher derrière les autres. Il est le plus fort dans l'art de grimper les barrières, se cacher chez l'ambassadeur d'Allemagne, supplier tous les grands dieux du monde au téléphone pour qu'on vienne le chercher et qu'on le ramène en France quand ça chauffe. Au même moment, Guillaume Soro, lui, il était dans Abidjan et il n'est ressorti d'Abidjan le 19 septembre 2002 que quand le dernier de ces hommes vivants en a été sorti. La force politique, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le fait de montrer les grands muscles. La force politique, c'est le courage face à l'épreuve. Et tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, que s'il y a un homme qui a le courage d'assumer, même en situation de déséquilibre de force, les positions qui sont les siennes, s'il y a un homme qui, dans la famille politique issue du RDR, a le courage de prendre tous les risques nécessaires pour défendre ses idées, le premier qu'on doit citer s'appelle Guillaume Kigwafori Soro. C'est lui qui, chaussant sa casquette, est allé chercher le pouvoir concret avec ses compagnons des forces nouvelles et par la suite des forces républicaines de Côte d'Ivoire pour asseoir le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. La force du président Alassane Dramane Ouattara vient du fait qu'il a bénéficié du soutien du PDC et RDA du président Henri Konan Bédié et des forces nouvelles de Guillaume Kigwafori Soro. Si le président Alassane Ouattara n'avait pas eu le soutien de ces deux alliés, jamais il ne serait devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait scientifique. Quel est ce type-là qui prétend qu'il est plus fort que ceux qui lui ont donné la force? Quel est ce type-là qui prétend qu'il est plus fort alors qu'à la première alerte, il prend la barrière? Comme on dit à Abidjan, il prend clôture. Il prend clôture. Il saute dans le premier avion. Il vient se cacher en France. Et ce sont les enfants des autres qui meurent dans la forêt. C'est des enfants des autres qui meurent dans les combats dans la ville. Ce sont les enfants des autres qui dorment dans les moustiques, qui se font mordre par les serpents. Ce sont les enfants des autres. Et lui, il revient par amour pour le fait qu'il a accepté d'épouser le combat contre la discrimination. On l'accompagne au pouvoir et puis lui, il proclame qu'il est le plus fort. Tu es le plus fort comment? Est-ce que tu es capable de venir au front? Quand ça pète là, est-ce que tu viens? C'est la même vérité que vous pouvez vérifier avec des personnages qu'on nous vante parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la rébellion ivoirienne comme les Ibrahim Koulibaly. Les militaires qui ont connu Ibrahim Koulibaly, paix à son âme, l'appellent le poltron. Car en réalité, il avait l'occasion de montrer qu'il pouvait être le chef de la résistance ivoirienne. Mais chaque fois qu'il fallait qu'il soit sur le terrain, il béoussait, il fuyait, il traçait pour que les autres fassent le combat et que lui, peut-être à la dernière minute, vienne s'auto-proclamer comme général et chef de tout. C'est ce qu'on peut appeler l'esprit de félonie, la malhonnêteté morale, la malhonnêteté spirituelle, qui est l'ADN de ce régime RADP soi-disant unifié. Tu n'es pas plus fort que le plus grand, parce que Guillaume Kigwafori Soro et Henri Konan Bédié ont aidé le président Alassane Ouattara à accéder au pouvoir, à gérer le pouvoir. Maintenant qu'il a pris un deuxième mandat à la tête de l'État, il utilise les moyens de l'État pour essayer de détruire ses anciens alliés. Et c'est ce qu'il appelle être fort. La force réside-t-elle en la lâcheté, en l'ingratitude et en l'absence de reconnaissance abjecte? Est-ce cela la force? Non, c'est la faiblesse des petits esprits. Je vous ai déjà fait ici une conférence sur la psychologie de M. Alassane Dramane Ouattara. La psychologie d'un homme qui a menti à son peuple et qui déteste son peuple parce qu'il sait que son peuple sait qu'il lui a menti. Un homme qui n'a pas raconté toute son histoire, qui n'a pas assumé toute son histoire. Telle est la psychologie d'Alassane Dramane Ouattara. Et par conséquent, en réalité, il est fort dans quoi? Comme on dit à Abidjan, il est fort dans rien. On l'a vu à chaque fois confronté à des obstacles en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait chaque fois qu'il a été confronté aux obstacles? Soit il a fui, soit il s'est plié. Reprenez toute l'histoire. Reprenez toute l'histoire. Alassane Ouattara confronté aux obstacles. Qu'est-ce qu'il fait? Deux choses. Soit il fuit, soit il plie. Et il ne s'attaque à ses adversaires que dans des circonstances de lâcheté. Il ne s'attaque à ses adversaires que quand il pense que ses adversaires sont dégarnis, débarrassés de leur capacité de résister. Il n'est pas capable d'attaquer quand il sait qu'en face, il y a de la réponse.
C'est le spécialiste de l'exil tactique. C'est le spécialiste, en réalité, de l'instrumentalisation des autres. C'est le spécialiste de l'instrumentalisation des frustrations. C'est un homme politique caractérisé par sa lâcheté. Et c'est cet homme-là, c'est de cet homme-là que Ahmed Bakayoko, qui est en réalité son noyau dans cette logique, dit tu n'es pas le plus fort que le plus grand. Quel le plus grand? Le plus grand des Ivoiriens, historiquement, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Le plus grand des Ivoiriens de l'histoire s'appelle Félix Houphouët-Boigny. On n'en connaît pas d'autres. C'est quoi cette bande d'usurpateurs de mémoire? C'est quoi cette bande-là de manipulateurs de mémoire? En quoi le président Alassane Ouattara serait-il devenu le plus grand des Ivoiriens? Inconnu des Ivoiriens jusqu'en 1990, incapable d'assumer son histoire panafricaine, de reconnaître où il a grandi, d'accepter que ses camarades de classe, d'école primaire, ses camarades de classe, de collège, etc., ce sont des voltaïques, et qu'il a eu une enfance voltaïque. Au lieu d'assumer cela et de se faire accepter par les Ivoiriens comme étant un Ivoirien adoptif et adoptable comme tous les autres, comme moi je peux l'être, non. Voilà un monsieur qui a bâti sa carrière politique sur le mensonge, sur la négation de soi, et c'est ce monsieur qu'on nous présente comme le plus fort, parce qu'il se comporte aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme un colon. Au lieu d'être reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, de l'avoir accepté malgré sa différence et avec sa différence, tu n'as aucune légitimité et tu veux le dépasser. Mais la légitimité du président Alassane Dramane Ouattara, elle provient du soutien aussi, et même du soutien décisif du PDCI-RDA, d'une part, et des forces nouvelles de Guillaume Soro. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais bénéficié, lui tout seul, de toute la légitimité politique de sa majorité, car il est arrivé au pouvoir dans le cadre d'une alliance. Le RDR n'a pas gagné les élections présidentielles au premier tour. Le candidat du RDR n'a pas gagné les élections présidentielles au premier tour de 2010. Au premier tour de 2010, l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire s'appelait Laurent Koudou-Gbagbo. C'est lui qui est venu en premier avec 38%. Alassane Ouattara était classé avec 32%. Et dans les 32% d'Alassane Dramane Ouattara, il y avait le fait qu'il était supposé être soutenu en réalité par les forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro. Donc déjà, si à l'époque, il avait montré une hostilité ouverte envers les forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro, Alassane Ouattara n'aurait même pas eu 32% au premier tour. Donc, de quelle légitimité démocratique jouit le président Alassane Dramane Ouattara dès lors qu'il est arrivé au pouvoir grâce au soutien de ses alliés du PDC-RDA et des forces nouvelles? C'est une légitimité partagée. C'est une légitimité partagée. Et lorsque, en 2015, pour sa réélection, Guillaume Kibafori Soro, alors président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, président du PDCI, appelle à voter pour lui dès le premier tour, il faut qu'il se souvienne que sa légitimité est aussi construite une fois de plus avec ses alliés. Il a été réélu président de la République dans le cadre d'une légitimité en réalité partagée avec ses alliés, dans le cadre du groupement de partis politiques RHDP. Voilà la vérité de l'élection de 2015. Tu veux désorganiser la famille. Mais la question est la suivante. Qui divise la famille ivoirienne? Qui divise le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qui divise la Côte d'Ivoire en général aujourd'hui? Mais c'est M. Alassane Dramane Ouattara et son nouveau RHDP qui vient de s'allier au Parti communiste vietnamien. Alors que c'est lui qui était pressé d'accuser Guillaume Soro d'être soi-disant marxiste. Comment Alassane Dramane Ouattara divise-t-il aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Tout le monde le sait. Alassane Ouattara divise d'abord la Côte d'Ivoire politique en corrompant systématiquement autant qu'il peut des membres des partis politiques de l'opposition. C'est lui qui a divisé le FPI. C'est lui qui a provoqué le schisme à l'intérieur du FPI en achetant une partie du FPI pour dépotentialiser Laurent Gbagbo. C'est lui qui a tenté la division du PDC-RDA, qui se voit aujourd'hui avec un Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, qui a abandonné le PDC-RDA pour suivre la mangeoire. Un Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, qui a capitulé, qui a abandonné le PDC-RDA, littéralement en rase campagne pour suivre la mangeoire. Tous ces gens-là ont été corrompus et achetés par Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui divise. C'est lui qui a divisé le MFA en faisant
perdre la direction du MFA par Anaki Kobena. C'est Alassane Draman Ouattara qui a divisé le MFA. C'est lui qui est en train de diviser l'UDPCI parce que Mabri, le docteur Mabri Touakes, n'est pas content d'être empêché d'être candidat à la future élection présidentielle. Eh bien, Alassane Ouattara, avec l'argent de l'État, est en train de corrompre une partie de l'UDPCI pour provoquer une scission. Tout le monde voit ça tous les jours. C'est lui qui a divisé même le PIT. C'est lui qui divise tous les partis politiques. Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui divise la famille ivoirienne. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara est aujourd'hui le concepteur, avec des gens comme Ahmed Bakayoko, de ce que j'appelle la nouvelle ivoirité. Il y a l'ancienne ivoirité, celle où les gens pensaient qu'il y a des Ivoiriens de souche multiséculaire et que ces Ivoiriens de souche multiséculaire, eh bien, ils sont beaucoup plus propriétaires de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens venus dans les dernières vagues migratoires ou les Ivoiriens adoptifs. Ça, c'est l'ancienne ivoirité, celle qui a dominé les régimes bédiés des années 90 et Gbagbo au début des années 2000. Mais Alassane Draman Ouattara est auteur d'une nouvelle ivoirité qu'il faut bien voir. D'abord, il faut voir comment les militants du RHDP actuel d'Alassane Draman Ouattara sont les plus grands xénophobes sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis une victime naturelle. Lisez leurs commentaires là sur ma conférence qui est en train de passer, que vous êtes en train de protéger par vos likes. Vous allez voir que ces gens-là, c'est les pires xénophobes contemporains en Côte d'Ivoire. Et c'est la mission que leur donne précisément le RHDP du président Alassane Draman Ouattara. Utilisez tous les arguments, utilisez tout ce que vous pouvez avoir comme violence verbale pour vous attaquer à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Amadou Cimetière avait dit, celui qui n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara, sa place est au cimetière. Mais il a inventé une nouvelle ivoirité. L'ivoirité nouvelle, celle inventée par Alassane Draman Ouattara et ses serviteurs dans le RHDP, consiste à dire que pour être un vrai Ivoirien, il faut appartenir au RHDP ou se soumettre au RHDP. Ça, c'est la première condition. On va appeler ça la condition partisane. Deuxièmement, bien sûr, il faut être du Nord. Mais dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, présent, c'est Guillaume Kibouafori Soro. Et pourquoi il ne pourrait pas être président des États-Unis d'Afrique? Ce serait un crime qu'un Ivoirien soit président d'une fédération africaine? N'arrive-t-il pas que des Ivoiriens soient présidents de l'Union africaine? Où est le crime dans cette affaire? Pourquoi cette ambition éventuelle serait considérée comme un crime de lèse-majesté de la part de quelqu'un qui fut le modeste et l'humble conseiller du Premier ministre Guillaume Soro? Bon, parlons un peu d'Ahmed Bakayoko pour aboutir au point de chute de cette affaire. Mais Ahmed Bakayoko, lui, d'où lui vient sa légitimité? Et au fond, pourquoi Ahmed Bakayoko parle à nouveau de Guillaume Soro? Pourquoi s'attaque-t-il à nouveau à Guillaume Soro en ce 21 juin 2019? D'abord, brève histoire d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est d'abord, dans les années 80-90, un jeune Ivoirien incapable de réussir au baccalauréat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les faits. C'est-à-dire que c'était un individu intellectuellement taré. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, quand tu n'es pas capable d'avoir le bac, si c'est parce que tes parents n'ont pas pu payer tes études, eh bien, ça, on peut dire que tu es peut-être intelligent, mais c'est les malheurs de la vie qui font que tu n'as pas poursuivi de bonnes études. Non! Le problème d'Ahmed Bakayoko, c'est pas que ses parents ne pouvaient pas payer ses études. C'est que le bac ivoirien le dépassait. Donc, d'abord, c'était un individu intellectuellement carent. Il a été incapable d'avoir le bac en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est connu dans sa jeunesse comme étant un loupard, c'est-à-dire il fait partie en réalité des jeunes barbares recrutés par le PDCI-RDA de l'époque pour brutaliser l'opposition ivoirienne à travers les campus de Côte d'Ivoire. Il va d'abord au Burkina, il réussit à avoir le bac là-bas en échappant à l'obstacle du probatoire qui le dépassait bien sûr à l'époque en Côte d'Ivoire. Quand il revient et qu'il tente des études de pharmacie qui vont s'arrêter en première année, parce que c'était un homme qui n'a jamais acquis la capacité d'apprendre vraiment, eh bien, il se spécialise dans les missions des gros bras à travers les campus. Dans les années 90-91, il fait partie de ceux qui sont allés défenestrer un étudiant à Yopougon. Parce que cet étudiant était proche de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. C'est un loupard. Retrouvez ces images. Regardez comment il s'habillait. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un loupard? C'est un voyou de zone. C'est un voyou stipendié et utilisé
dans des sales besognes. Voilà comment il commence sa carrière en Côte d'Ivoire. C'est ça Ahmed Bakayoko, c'est ça son passé. Allons plus loin, Ahmed Bakayoko par la suite. Il est récupéré par l'équipe du président Alassane Dramane Ouattara dans le cadre du RDR. Quand le RDR fait le schisme avec le PDCI en 1994, quelques-uns des jeunes du PDCI issus du Nord qui sont récupérés par le RDR, notamment par Alassane Dramane Ouattara, ben, il y a donc Ahmed Bakayoko parmi eux. Et vous le voyez toujours avec son béret, vous le voyez toujours avec ses débardeurs, prêt à faire le coup de poing. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire pendant très longtemps, Ahmed Bakayoko. Faire de la bagarre et toujours s'attaquer à plus faible que lui. Parce que ça, c'est la spécialité des loubards. Quand un loubard tombe sur un loubard plus loubard que lui, il se soumet. Et donc, il est recruté par la famille Ouattara qui va en faire, sur le tas comme ça, un journaliste de radio, un animateur de radio. En fait, à la base, comme c'est un DJ, c'est un amateur des choses de la nuit, les boîtes de nuit, tout ça là, on va le récupérer, on en fait un journaliste formé sur le tas, même pas un journaliste capable d'écrire un article. Vous avez déjà vu un article d'Ahmed Bakayoko avec introduction, développement et conclusion? Si vous lui donnez un bic et que vous vous mettiez à côté pour voir le français qu'il écrit, vous allez vous évanouir. Il massacre l'orthographe, la grammaire, la syntaxe à tous les carrefours. Donc, voilà donc le prétendu journaliste, Ahmed Bakayoko. Il n'a pas le niveau, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas écrire. Si vous organisez un bon concours avec les ministres du gouvernement Ouattara actuel, là, je vous conseille d'organiser un concours simple, dictée question. Je dis bien dictée question. Vous leur faites passer le concours. La moitié du gouvernement là va se vider. Ce gouvernement va être vidé de moitié. Il n'y a pas que Siaka Ouattara hein, qui est un demi-illettré. Hein. Les Ahmed, là, c'est des demi-illettrés. Très prétentieux. Mais si tu lui donnes un bic et une feuille pour qu'il écrive, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'a pas le niveau. Ils ont donc été récupérés en raison de leur servilité par le premier ministre alors Alassane Ouattara qui les intègre dans son équipe du RDR. Mais Ahmed Bakayoko, il entre au gouvernement à partir de quand? Mais à partir du moment où, justement, Guillaume Kibafori Soro, ayant mené la résistance contre l'idéologie exclusiviste discriminatoire de l'ivoirité, la renégociation du partage des postes au gouvernement lui permet, lui Ahmed Bakayoko, de s'installer comme ministre des NTIC. Quand il va être vidé du gouvernement par Laurent Gbagbo, après la dissolution de 2010, mais Ahmed Bakayoko, il va être recueilli par le premier ministre Guillaume Kibafori Soro comme l'un de ses conseillers. Et il sera en réalité accommodé. Ce n'est pas parce que ses conseils sont tout particulièrement lumineux. Mais écoutez, je vais vous faire une révélation plus intéressante encore sur cet Ahmed Bakayoko en ce vendredi 21 juin 2019. Ahmed Bakayoko, au plus chaud de la lutte de la rébellion ivoirienne contre le régime de Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko là, il s'est permis d'aller rejoindre des membres de la rébellion ivoirienne au Burkina là, et leur dire que Alassane Dramane Ouattara était un ingrat et qu'il ne serait jamais président et qu'il fallait l'abandonner et le lâcher. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko s'est rendu au Burkina Faso, rencontrer des éléments de la rébellion et leur dire lâchez Ouattara, il ne pourra pas être président en Côte d'Ivoire. Beaucoup de témoins vivants des propos d'Ahmed Bakayoko à Ouagadougou existent et un jour, ils témoigneront. Donc, voilà l'individu qui passe aujourd'hui pour le plus fidèle lieutenant d'Alassane Dramane Ouattara, alors que au plus fort de la confrontation avec Alassane Dramane Ouattara, de la confrontation entre la rébellion et le régime du président Laurent Gbagbo, lui, Ahmed Bakayoko, s'est empressé de lâcher Alassane Dramane Ouattara et de chercher des voies de solution pour survivre politiquement, indépendamment d'Alassane Dramane Ouattara. Les témoins existent. Et j'ai recueilli des témoignages directs. Je dis donc ce que je dis avec certitude. Notez-le bien. Alassane Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko souhaitait qu'il soit largué. Et Ahmed Bakayoko était venu à Ouagadougou en proposant de négocier une entente entre la rébellion et Laurent Gbagbo, au détriment d'Alassane Dramane Ouattara,
qui le considère aujourd'hui comme son enfant chouchou, alors qu'il s'agit d'un poltron, d'un plouc et d'un traître, d'un opportuniste, un individu félon. Je vous le dis, ce sont des faits et les témoins sont là et ils témoigneront de ce qu'Ahmed Bakayoko était capable de faire. De quoi parle-t-il? De quoi parle Ahmed Bakayoko? Quelle légitimité le président Alassane Ouattara avait-il pour être Premier ministre de Côte d'Ivoire en 1990? Il avait quelle légitimité? On le connaissait en Côte d'Ivoire pour quelles œuvres? Il n'y avait pas des Ivoiriens, docteurs en économie, qui pouvaient être Premier ministre comme lui. Il n'y en avait même pas qui n'ont pas besoin d'être docteurs en économie pour être Premier ministre. Quelle légitimité, si ce n'était la légitimité de l'entre-gens, des relations, de recommandations, qui ont permis au président Félix Houphouët-Boigny de penser que ce cadre, fils de la Côte d'Ivoire, par adoption, que ce cadre-là pouvait servir la Côte d'Ivoire utilement. Il a été nommé Premier ministre par un décret divin ou bien c'est un homme qui l'a appelé et qui a dit « Bon, je te nomme ». Quelle légitimité il avait avant de l'être? Est-ce qu'il avait été maire, ne serait-ce même que d'une commune de 20 habitants avant d'être Premier ministre? Il avait quelle légitimité? Ne vous amusez pas, nous sommes là pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui s'amusent. C'est du tic au tac. Chaque fois que vous allez lever les balles, nous allons se matcher. Et nous allons se matcher vigoureusement pour que la balle ne revienne pas de sitôt. Non, mais écoutez, moi je voudrais conclure ce direct. J'ai répondu aux principales allégations de M. Ahmed Bakayoko, mais je voudrais conclure en donnant la parole à Ahmed Bakayoko. Vous entendrez donc maintenant Ahmed Bakayoko lui-même. Je vais vous citer ce qu'il a dit de Guillaume Kigbafori Soro quand il n'était pas encore décérébré, quand il n'avait pas encore été écervelé par la jouissance du pouvoir. Et je conclurai sur les raisons pour lesquelles c'est maintenant qu'Ahmed Bakayoko s'attaque à nouveau à Guillaume Soro. Parce que le timing de cette attaque n'est pas un hasard. Voici le discours d'Ahmed Bakayoko à Abengourou. Ça se passe à Abengourou, devant la cour royale d'Abengourou. 2013, si je ne m'abuse. Je vous lis quelques extraits. Je cite Ahmed Bakayoko. Je devais être au Bénin en compagnie du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, mais vu l'importance de cette visite du président Guillaume Soro, je suis ici avec vous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été mon patron. Vous étiez un grand Premier ministre. J'ai toujours été surpris par votre sens élevé de l'État. Chère population d'Abengourou, je suis ici en tant qu'ami et frère du président Guillaume Soro pour lui témoigner toute mon admiration pour ce qu'il a fait et continue de faire pour la Côte d'Ivoire. Les jaloux veulent nous diviser, mon frère Guillaume Soro et moi, mais ils ne pourront pas. Le président Guillaume Soro a été mon patron pendant plusieurs années et nous avons beaucoup de choses en commun. Monsieur le président Guillaume Soro, vous êtes un homme d'État, malgré votre jeune âge. Vous avez porté à bout de bras la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro est un homme d'une grande maturité, un homme d'une grande intelligence, un véritable homme d'État. Devant la cour royale d'Abengourou, je réaffirme mon amitié et ma fraternité envers le président Guillaume Soro. C'est Ahmed Bakayoko qui parle. Hein. Vous retrouverez ça sous forme vidéo. Mais comme je ne veux pas l'entendre là, je lis son texte. Je voudrais saluer ici, en vous, monsieur le Premier ministre, un homme d'une très très grande maturité, un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée, vous le savez, je vous l'ai souvent dit en privé, je vais le dire en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve de grande sagesse, d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. De qu'on lundi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans révolus. Vous avez déjà fait 10 ans dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans Premier ministre dans des conditions que nous savons. Là où, en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie d'un Premier ministre est d'environ 1 à 2 ans. Comme le dit l'adage populaire, les gens n'aiment pas les gens. Quand vous vous entendez, on veut tout faire pour vous diviser. On va trouver quelque chose pour vous diviser. Alors que musulmans, chrétiens, de quelque obédience que nous soyons, on a toujours dit, aimez-vous les uns les autres. Nous nous sommes très amusés, tous les deux, quand nous parcourons la presse. Nous voyons que nous sommes en guerre. Et on s'interroge pour dire, qu'est-ce qu'on a pu faire? Quel acte on a posé pour que certains voient la guerre? Je voulais réaffirmer en ce moment précis
le témoignage vivant et sincère de notre amitié jamais démenti. Là où vous et moi avions tissé ces liens, comment et dans quelle profondeur nous avons tissé ces liens, j'ai la conviction et avec les bénédictions du roi, Dieu va nous préserver de la division et de la séparation. C'est toujours Ahmed Bakayoko qui parle. Hein. Majesté, avec votre permission, ce sont les paroles que je voulais porter. Le témoignage du membre de l'exécutif, le témoignage de l'ancien collaborateur du Premier ministre Soro, témoignage d'un frère, d'un ami. Et je pense que le faire ici, en ces moments-là, dans cette place de la paix, dans ce royaume porté par la paix, par le symbole fort, je pense que nous aurons la grâce et les bénédictions de nos ancêtres. Je vous remercie. Et Dieu, ça c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça. Et c'est de Guillaume Soro qu'il parlait. Vous avez compris? À l'époque, son cerveau était bien en place, sa mémoire aussi. L'Ahmed Bakayoko qui a parlé aujourd'hui, 21 juin 2019, il lui manque et le cerveau avec lequel il a parlé ce jour de 2013 à la cour d'Abangourou, et il lui manque probablement la mémoire qui va avec le cerveau. C'est incontestable. Allez retrouver la vidéo et vous verrez comment avec la gestuelle corporelle, la génuflexion, l'obséquiosité, la soumission, l'aplaventrisme total, Ahmed Bakayoko se vautrait au pied de Guillaume Kibafori Soro il y a à peine 4 ans. Maintenant, je vais répondre à la dernière question de ce direct. Vous êtes 800 personnes et j'espère que vous partagez ce point de presse. Pourquoi Ahmed Bakayoko éprouve-t-il le besoin de s'attaquer à Guillaume Kibafori Soro ce 21 juin 2019? Ma réponse est la suivante. C'est parce qu'Ahmed Bakayoko est en difficulté à l'intérieur du gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. Il est en difficulté pourquoi? Il est en difficulté parce que dans l'hypothèse où Alassane Dramane Ouattara renonce à violer la Constitution en ses articles 55 et 183, Alassane Dramane Ouattara aimerait utiliser le duo potentiel Amadou Gon Coulibaly, Daniel Kablan-Duncan pour la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est son plan B. Plan A, Alassane Dramane Ouattara va essayer de forcer la Constitution, de violer la Constitution, parce que ça, c'est son habitude. Il est né dans ça. Il va essayer de violer la Constitution. Si les Ivoiriens lui résistent bien, alors là, il va mettre en place le plan B. Et le plan B, ça va être le ticket entre Amadou Gon Coulibaly, l'homme sans cœur, et Daniel Kablan-Duncan, le spécialiste de la politique pantouflarde, la politique flottante, la politique inconsistante. Bon, voilà le ticket auquel le RHDP se prépare à nous préparer. Il n'y a pas de problème. Le jeu démocratique devrait se dérouler à condition que la commission électorale indépendante soit vraiment consensuellement réformée.